La police de la pensée contre le révisionnisme. Du jugement de Nuremberg à la loi Fabius-Guessot. Par Éric Delcroix, avocat au barreau de Paris. 4e de couverture. Nous vivons une seconde épuration. En France, tandis que le collabo se trouve à nouveau pourchassé, toute velléité de résistance aux idées en cours sur les droits de l'homme et la mémoire sélective est dénoncée par les médias et les ligues, condamnées par des lois spéciales et durement sanctionnées par les juges. La police de la pensée est à la fête. Sa cible d'élection, le révisionnisme historique. En 1986, Pierre Vidal-Naquet, Serge Klarsfeld et François Bédarida, réunis autour du grand rabbin René Samuel Sira, préconisent une loi spéciale contre le révisionnisme. Ce sera, en 1990, la loi Fabius-Guessot. Depuis la publication de cette loi, aucun chercheur, aucun historien, aucun savant ne peut plus contester le jugement de Nuremberg. Ce qu'en 1946 les juges de Nuremberg, au terme d'une mascarade judiciaire, avaient énoncé, sans le prouver, sur la politique d'extermination des Juifs, sur les chambres à gaz, homicides et sur les 6 millions, est soudain devenu en 1990 une vérité historique définitivement intouchable. Peine perdue. En France comme à l'étranger, le révisionnisme se développe. Certains pensent qu'il faut persister à censurer, châtier, réprimer. D'autres estiment qu'il faut servir le droit, la liberté, ainsi qu'une mémoire non sélective. Pour ces derniers, la France doit en finir avec les horreurs de l'épuration, les mensonges de Nuremberg et l'esprit de guerre civile. Le dogme légal né de la loi Fabius-Guessot constitue une impudente innovation où s'annonce peut-être le crépuscule du droit. Éric Delcroix est né en Normandie en 1944. Avocat au barreau de Paris, il s'est acquis une notoriété dans l'étude des infractions de presse. Ses courageuses prises de position en faveur de la liberté d'expression l'ont amené à devenir le conseil d'un certain nombre d'organes de presse et à présenter, devant les tribunaux, dans des conditions parfois périlleuses, la défense de nombreux révisionnistes, à commencer, dès 1979, par celle du professeur Faurisson. Introduction. Pour bien des esprits, dont certains sont à courte vue mais qui, pour la plupart, souffrent de la sidération ambiante, la liberté d'expression ne serait guère en danger dans les pays occidentaux. Ces pays jouiraient d'une forme de civilisation qui les mettrait à l'abri des passions surannées et des égarements imputables à la superstition religieuse. En réalité, il n'y a là qu'illusion. Les belles âmes qui réclament la liberté d'expression pour Salman Rushdie ou pour Madame Nesrine sont celles qui, réunies en meute impitoyable, obtiennent la proscription du professeur Faurisson ou de Bernard Notin et, plus généralement, des révisionnistes, vrais ou supposés. Que l'on ne s'y méprenne pas. Ce qui est ici en jeu n'est pas tant la liberté d'expression, réduite aux droits des individus, que la liberté d'accès, pour un citoyen adulte, à toute information, sans qu'un censeur soit autorisé à passer au crible la masse des informations et à en faire un triatusum delphini. Dans les conditions actuelles, c'est-à-dire en présence d'esprits sidérés par les mécanismes de l'ahurissement audiovisuel, cette question est essentielle, elle l'est d'autant plus que tous les grands médias occidentaux dépendent de l'omnipotence du gros argent et relèvent nécessairement d'une logique plutocratique. Si l'on ne peut plus accéder librement aux écrits révisionnistes, qui nous garantit que d'autres censures ne sont pas, ou ne seront pas, opérées sur d'autres sujets essentiels et même vitaux, dans le domaine du nucléaire, de l'environnement, de la biologie. En accord avec tous les historiens, les auteurs révisionnistes admettent que, durant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs européens ont connu, en grand nombre, la persécution et, parfois, l'internement ou la déportation. Ils reconnaissent l'existence des camps de transit, de travail ou de concentration. Dans certains de ces camps, les Allemands utilisaient des chambres à gaz de désinfection et des fours crématoires. Les Juifs, disent-ils, ont pu souffrir des conditions parfois affreuses des ghettos et des camps. Le travail forcé, la faim, la soif, la chaleur, le froid, la promiscuité et surtout les épidémies, notamment celles de typhus ou de fièvre typhoïde, opéraient leurs ravages.
Il ne fait aucun doute que les Juifs européens ont vécu là une tragédie. Mais le reste de l'Europe et l'Asie, on l'oublie volontiers, souffrait également. D'autres communautés que la communauté juive ont durement pâti de la guerre. Et, pour ce qui est des horreurs en tout genre, y compris les déportations, les Alliés en ont perpétré de gigantesques pendant et après la guerre. Ce que les auteurs révisionnistes contestent au terme de recherches approfondies, c'est que l'Allemagne aurait accumulé plus de crimes, et en quantité et en qualité, que ses vainqueurs. Ces derniers n'ont gagné la guerre que parce qu'ils ont, proportionnellement, plus tué que les vaincus, non sans avoir visé tout spécialement les populations civiles. C'est d'ailleurs à cette fin que les anglo-saxons avaient inventé les forteresses volantes, bombardiers concus pour la destruction des villes. Les révisionnistes contestent que l'Allemagne ait eu une politique d'extermination physique des Juifs. Ils contestent l'existence et le fonctionnement de chambres à gaz homicide, véritables abattoirs chimiques qui auraient constitué l'arme spécifique du crime spécifique. Ils contestent enfin le chiffre de 6 millions de morts juives. En France, ces trois contestations-là sont devenues interdites sous peine de prison et d'amende depuis la publication de la loi Fabius-Guessot du 13 juillet 1990. Dans les pages qui suivent, je m'efforcerai de montrer que cette loi constitue une monstruosité dans son fondement, dans sa rédaction et dans son application. Je montrerai que des recours sont possibles notamment auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et que l'on se trouve dans un cas où les révisionnistes pourraient invoquer le droit de résistance à l'oppression. Une nouvelle loi anti-révisionniste est en préparation, la loi Cormand-Gobert, née Goldenberg. Elle prévoit contre les révisionnistes une peine de 2 ans de prison, une amende de 500 000 francs et d'autres sanctions encore. De telles lois, si étranges, pour certains, à l'aube de l'an 2000, sont intéressantes à étudier. À l'historien, au sociologue, à l'homme politique mais aussi au magistrat, à l'avocat, à l'universitaire et aux citoyens, elles apportent, sur le fonctionnement de notre société et sur les droits des personnes, bien plus d'informations que ne sauraient le faire les grands médias, tout plus soucieux les uns que les autres de nous masquer les vrais interdits et les vrais tabous de notre temps. Des milliards d'événements qui constituent la trame de l'histoire des hommes peuvent être librement interprétés au gré de chacun. Un seul de ces événements est l'Holocauste des Juifs en chambre à gaz entre 1942 et 1944, est décrété intouchable sous peine d'amende, de prison et aussi, parfois, d'interdiction professionnelle ou de mort civile. Les milliers d'années antérieures à 1942 et le demi-siècle postérieur à 1944 peuvent, du moins en principe, recevoir toutes les interprétations qu'on voudra, tandis que l'histoire des seules années à 1942 à 1943 à 1944 est placée sous la haute surveillance des autorités religieuses, politiques, judiciaires et médiatiques de ce pays. Ainsi le veut l'impudente loi Fabius-Guessot.